rebonjour. J'espère que vous avez bien mangé et que vous n'allez pas trop vous endormir. Nous, on va vous présenter l'Expression Language et comment on l'a utilisé pour refondre notre moteur de règles chez SelfSecure. Donc une rapide présentation, je m'appelle Xavier Coiffard, je suis lead développeur chez SelfSecure depuis 2 ans et demi. Je fais essentiellement du développement Symfony comme pas mal de gens ici. Mais je fais aussi un peu de développement JavaScript. Et avant ça, j'étais freelance, ce qui m'a permis de toucher à pas mal de choses. J'ai fait un peu de Ruby, Python, enfin voilà, j'aime bien toucher un peu à tout, et notamment chercher tout ce qui est innovation et nouvelles méthodes de travail. Voilà. Donc, bonjour à tous, moi c'est Hussein Abbas, je suis ingénieur de dev chez SelfSecure. J'ai rejoint l'entreprise en alternance, puis j'ai passé en CDI chez eux. Je viens d'un univers Java à l'université et mes projets, mes stages c'était en Java. Et un jour, je me suis dit, c'est le moment d'aller faire des trucs beaucoup plus rigolos. Du coup, j'ai vu que chez SelfSecure, ils font du Symfony. Du coup, j'ai postulé et j'ai été pris. Et en plus de ça, je suis libanais. Donc, SelfSecure, c'est quoi? Pour faire simple, SelfSecure, c'est une solution de lutte contre la fraude de cartes bancaires. Donc, en France, en 2012, ils ont, suite à un projet interne développé chez eux, ils ont décidé de commercialiser leur savoir-faire, de faire profiter les commerçants de leur savoir-faire. Du coup, ils ont créé cette start-up qui est malgré tout et malgré nos clients, on a resté dans l'esprit d'une start-up, surtout au niveau équipe de dev, on était 2, on a passé à 3 et maintenant on est 4. Et un jour, on a signé un grand client et niveau enquêteur, ça a explosé et on est passé à 15. Donc, vu qu'on est 4 développeurs, on essaye d'être un peu MVP pour répondre vite aux besoins des clients. Ça veut dire qu'on est parfois obligé, vu qu'il y a plusieurs projets, de développer vite sans se rassurer de la qualité de code pour répondre aux clients. Et comme ça, on améliore notre produit en même temps que clients suite à leur demande. Donc, SelfSecure est formé de 4 parties, partie qui commence par la partie API. Donc, quand le client nous intègre chez lui, il fait appel à nous en envoyant des flux en format XML à des différentes étapes de la commande. Une fois ce flux est arrivé chez nous, avec plusieurs données concernant par exemple l'utilisateur, l'adresse mail, l'IP, ça va passer par ce qu'on appelle un moteur de règles. Donc, ce moteur de règles, il va scanner l'ensemble des règles définies dans notre base de données. Et il va voir si les données peuvent déclencher les règles ou pas. Donc, une fois c'est fait, ça va nous permettre à nos clients, et suite à une interface qu'on met à leur disposition, de faire des enquêtes manuellement. Et en plus de ça, on leur propose, à part le front qui permet de faire les enquêtes, ce qu'on appelle un Self-Secure ID, qui permet de vérifier l'authenticité de la carte d'identité. Mais dans notre moteur de règles, il fait quoi vraiment? Donc, vu qu'on a des centaines de données dans notre flux XML, et vu qu'on travaille avec l'équipe métier qui est beaucoup exigeant, qui demande toujours d'avoir de plus en plus de données, notre flux va entrer avec ces données, il va déclencher des traitements statiques. Si je prends par exemple le prix d'une commande, si c'est supérieur à 150 €, on va regarder les règles et il va déclencher la règle qui correspond au prix supérieur à 150 €. Et tout ça, ça va nous renvoyer un score de 0 à 100. Et ce score, selon le seuil défini ou bien par nous ou bien par le client, on va dire au client, vous pouvez livrer ou vous ne pouvez pas livrer la commande. Donc ça, c'est le fonctionnement global de SelfSecure, c'est important de mettre en place le contexte. Et pour comprendre où on est arrivé avec ce genre d'expression language, c'est important de comprendre d'où on vient, et on vient de loin. Comme disait Hussein, tout a commencé par un prototype qui a été développé en interne chez Honey. Et donc ils ont créé une start-up en se disant on va prendre le prototype, on va le vendre, et comme ça, ça sera génial. Et en fait, ça marche pas vraiment comme ça marche jamais vraiment en fait. Comme ça, c'est de l'informatique.
Parce que, évidemment, les règles du moteur de règles, elles étaient hyper dédiées et on avait quelque chose d'hyper statique, codé en dur, et qui était très très difficilement, voire pas du tout adaptable à n'importe quel client qui faisait n'importe quelle activité et qui avait une activité complètement différente de Honey Bank Accor. Et donc ils se sont dit, oulala, en fait, ça va pas être trivial de faire ça, il faut qu'on monte une task force, et comme ça on va faire vite un truc super cool. Donc c'est là que je suis arrivé, moi, en fin 2013, je suis arrivé chez CellSecure au sein de cette task force, et l'idée c'était, il faut qu'en une centaine de jours, vous soyez capable de rendre dynamique ce moteur qui est codé en dur, il faut que vous soyez capable de fixer l'interface, il faut que vous soyez capable de faire à peu près tout ce qui est possible en 100 jours. Donc vous doutez bien que ce n'était pas forcément évident, et du coup on a dû faire des choix. Il y a des choix qui ont été faits pendant cette task force qui sont légèrement ou même complètement critiquables, contestables, mais qui ont été faits dans l'urgence. Et le premier choix, ça a été de choisir le moteur de règles. À l'époque, le moteur de règles il a dû être choisi en un jour ou deux, alors que c'est une brique hyper importante de notre applicatif. Et il a été choisi sur à peu près 2 critères. Critère numéro 1, est-ce qu'il permet de générer des règles dynamiques, de prendre en compte des règles dynamiques? La réponse est oui. Est-ce qu'il est compatible PHP 5.3? Et la réponse est oui aussi. À l'époque, on était full PHP 5.3, il était hors de question de monter en 2 versions, on ne pouvait pas. Et donc ça a été choisi comme ça devait être le 2e ou 3e résultat dans Google, ça n'a pas été beaucoup plus réfléchi que ça. Et donc les devs sont partis sur Ruler. Ça a été codé vite, même probablement beaucoup trop vite. Et évidemment, à chaque fois qu'on a un contexte comme ça de task force, on a multiplié l'équipe de dev par 4, parce qu'à l'époque, il y avait 2 personnes, un prestat et un interne, et on est passé de 2 à 8, ce qui est quand même assez foufou. Et évidemment, au bout de ces 100 jours, tout le monde est parti, à part moi qui suis resté, ce qui fait qu'on était plus que 3 au lieu de 8. Et on s'est retrouvé avec du code, voilà, du code. C'était compliqué, parce que évidemment, on avait fonctionné en silo à l'époque, donc moi, typiquement, le moteur de règles, je l'avais vu de très très loin. Quand j'ai commencé à l'ouvrir, c'était dur à lire. Il y avait plus de 1000 lignes de code, des grosses méthodes. Enfin voilà, on était vraiment sur un énorme plat de spaghettis. Et du coup, on s'est dit, waouh, là, on a un problème. Et en fait, on a un problème qui peut être catégorisé en 2 parties. La première partie, c'est la problématique vraiment technique, purement technique. Bon, vous l'avez tous compris avec le plat de spaghetti de tout à l'heure, on a vu une des techniques de malade sur le moteur de règles, alors que c'est vraiment le cœur de notre application. On a vu une vraie dette technique. Et en plus de ça, on avait à l'intérieur, donc indépendamment du code moche, on va dire que bon, le code moche, c'est pas très grave, on peut toujours travailler dessus. En plus de ça, on avait vraiment la brique du moteur de règles, donc Ruler, qui était complètement obscur. Pour vous situer un petit peu le tableau, Ruler, c'est un moteur de règles qui est open source, qui est dispo sur GitHub. Mais c'est un petit projet open source. Il doit y avoir une 50aine de forks et une 50aine de stars sur le repo. Et c'est maintenu, à l'époque, c'était maintenu par une personne qui répondait aux issues et aux PR à peu près en 2014. En 2015, plus vraiment, et en 2016, plus du tout. Du coup, on avait un vrai problème technique là-dessus. En plus de ça, sur le fonctionnement même du moteur de règles Ruler, il y avait des problèmes de perf, mais inhérents au design en fait, du moteur de règles. En gros, il prenait un objet qui reconstruisait à chaque fois. Donc pour chaque règle, il réinstanciait un objet et tout ça. Et il allait chercher des règles qui étaient de plus en plus grosses chez nous et qu'il allait chercher dans du CLOB. Enfin bref, en termes de perf, de temps de traitement, on était sur des trucs totalement hallucinants, alors que c'était vraiment le cœur du métier. Du coup, on arrivait sur des problématiques métiers qui étaient aussi super fortes et qui venaient en augmentant au fur et à mesure de notre croissance. On a commencé, je vous l'ai dit, en termes de un client qui est en fait dans le bien, et puis des petits clients. Et puis rapidement, on a signé un gros client, puis 2 gros clients. Et le gros client, lui, il est vachement plus exigeant en termes de règles, parce que pour lui, sur un scoring de 0 à 100, une différence entre 59 et 60 sur 100, ça peut valoir 10 000 € par jour. Enfin voilà, entre un scoring OK et un scoring je ne livre pas, du coup je perds de l'argent. Il y a des gros impacts, donc les règles sont vachement plus fines. Il faut que le métier peaufine beaucoup plus ses règles, et donc la taille des règles augmente vachement. Et en plus de ça, les métiers à l'époque écrivaient du JSON directement dans la base de données. Il faut savoir que Ruler, il mange du JSON, en gros. C'est des règles en JSON. Et
On avait dans la task force la mission de faire une jolie interface, clic-bouton qui marche bien, qui fait du JSON, qui met dans la base, et qui me remet dans rouleur et qui machin, mais ça marchait pas, c'était buggé, et du coup, il se tapait le JSON à la main, avec tout ce que ça peut... Enfin, vous imaginez bien que des erreurs de syntaxe sur du JSON qui commencent à faire 150 lignes, ça devient vite énervant, surtout quand on ne sait pas d'autres métiers. Donc voilà, on avait vraiment deux grosses problématiques. Et c'est là qu'on s'est posé la question, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça marche pas? Donc là, on avait deux réponses. Oui, ça marche vraiment car ça répond à nos besoins basiques, par exemple créer des règles avec juste des AND, ou bien créer des règles avec des OR. Et ça marche pas vraiment car moi, quand je suis arrivé chez CellSecure, ouais, j'ai commencé par des choses simples à faire en Symfony. Et un jour, ils ont venu me voir, ils m'ont dit, écoute, on a un moteur de règles et maintenant il faut le refactoriser. Donc j'ai ouvert la classe du moteur de règles et là je trouve sur des milliers de lignes de code. J'ai dit ok, ça va être drôle. Je commence à factoriser et là je vois la drame, c'est que Roller, vu qu'on est MVP, du coup on était obligé de répondre vite et pas faire patienter le client. Du coup on a migré aussi cette dette technique dans le nouveau code. Et un jour, cerise sur le gâteau, il y a notre chère collègue Tiffany, qui fait partie de l'équipe métier, qui vient nous voir et qui nous dit écoutez, moi je voudrais bien mettre des OR et des AND dans la même règle. Au début, on a dit oui, c'est un peu faisable, on va faire ça pour la prochaine mise en production. La première mise en production passe, il n'y a rien, deuxième, troisième, il n'y a plus rien, et un jour, elle vient nous voir à nouveau et nous dit écoutez les gars, ça devient sérieux. Moi, il faut que je mette des AND et des OR dans la même règle, car je suis obligé d'écrire plusieurs règles pour contourner ce problème. Et le premier réflexe qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de forker Ruler. Donc on a essayé de forker Ruler, et là on a vite compris que ça ne vaut pas le coup d'essayer, car quand on a regardé le code source, donc il fallait aller regarder dans le code source, vu que c'était compliqué de rendre extensible ce module, car on a essayé d'ajouter une fonction qui permet de faire des AND et des OR, mais on a aussi tombé sur des milliers de lignes de code, sur une architecture vraiment difficile, avec, par exemple, parfois on avait des switch cases avec une vingtaine de cases dans le même switch. Du coup, on a dit non, c'est bon, maintenant il faut arrêter, il faut trouver la vraie solution. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir notre meilleur ami qui s'appelle Google. On a tapé dans le moteur de règles, on a tapé dans barre de recherche moteur de règles. Il nous a dit oui, j'ai un truc vraiment sympa pour vous, qui fait tout, qui fait le moteur de règles, en plus de ça, il fait le café. Il s'appelle Drools. Donc Drools, c'est génial, mais le seul problème, c'est qu'il était fait en Java. Et vu qu'on avait peu de connaissances dans Java, et qu'on ne voulait pas ajouter plusieurs briques de technologie, on a déjà Symfony, on ne veut pas ajouter encore du Java, on s'est dit non, c'est pas possible. On a regardé d'autres solutions, il y avait des solutions en JS, et un jour, moi et Xavier, on voit quelque chose arriver de loin, et là on se dit, c'est bon, on a trouvé. On a trouvé quelque chose qui répond à ce qu'on voulait, qui est vraiment bien, et c'est là qu'on a tombé sur Expression Language. Alors, l'Expression Language, qu'est-ce que c'est? L'Expression Language, c'est un composant Symfony qui sert à évaluer et à compiler des expressions. Donc, évaluer des expressions, c'est vous lui passez par exemple 1 plus 2, il va vous répondre 3. Et compiler des expressions, c'est vous lui passez de l'anglais, enfin, c'est pas vraiment de l'anglais, mais on va dire que c'est du langage naturel. Et il est capable de vous le compiler, de le mettre en cache et de le compiler en code PHP. C'est basé sur la syntaxe de Twig. Et c'est relativement simple à mettre en place. En tout cas, quand on a lu la doc, on s'est dit waouh, c'est super simple, c'est même bizarre tellement c'est simple. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, on revient sur du code métier, entre guillemets. J'ai une commande qui expose un montant, donc j'instancie une nouvelle commande, et je lui mets un montant de 150 €, le fameux montant de 150 € tout à l'heure. Et je rajoute ça. Ici, là, il y a ma règle. Donc voilà, c'est tout bête, c'est presque de l'anglais, on va dire. Je regarde si mon montant il est entre 100 et 200. Et cette expression-là, elle va me retourner true. Donc en fait, c'est tout ce qu'on lui demande à notre moteur de règles, c'est tu regardes une donnée de notre commande
et tu nous renvoies true ou false en fonction de savoir si la règle elle est valide ou pas valide en fait. Voilà, c'est tout. Et on s'est dit, mais c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment génial, mais avant de commencer, de le mettre en place, avant de jeter ce qu'on avait avant, on s'est posé quand même la question, c'est est-ce qu'il s'agit vraiment de la bonne solution? Et là, il fallait répondre à plusieurs questions. Donc, est-ce que ça répond à nos besoins? La réponse était oui, car ça nous permettait de jeter toute la brique rouleur, de recommencer tout à zéro, de rendre notre code lisible et plus propre. Et en plus de ça, ça nous a facilité la tâche, car si je prends par exemple, pour écrire une règle avec le signe supérieur, avec roller, supérieur ou égal, avec roller, il fallait utiliser le mot-clé integer greater than or equal to en passant le paramètre, le variable. Et c'est là, à chaque fois que l'équipe métier voulait écrire une règle, il vient nous voir pour nous dire comment je peux mettre plus supérieur ou égal, comment je peux utiliser list in, comment je peux utiliser beaucoup de choses. Et c'est là, en intégrant Expression Language, l'équipe métier aussi, ils étaient contents car ils n'avaient plus rien de compliqué à faire. Ils pouvaient faire des inférieurs, supérieurs ou égal, et en plus de ça, ils pouvaient utiliser des in tout simplement. Et ils étaient trop contents, ils pouvaient aussi utiliser des regex, même si c'est pas trop rigolo, mais pour eux, c'était génial. Et après, on a remarqué qu'il est vraiment extensible, il est vraiment simple à ajouter nos propres fonctions. Il y a en plus 3 solutions pour ça. Donc, il y a 2 solutions qui ne sont pas, on va dire, assez propres, car c'est fait dans la classe même. Donc, on peut utiliser la méthode register de Expression Language qui prend 3 paramètres. Premier paramètre, c'est le nom de notre fonction. Deuxième, c'est le code à compiler. Et troisième, c'est le code à évaluer. La deuxième solution, c'était de créer une classe à part avec ses propres méthodes. Et en instanciant l'objet dans notre propre classe qui permet d'évaluer les fonctions, on fait appel à ces méthodes. Ça, c'était pas vraiment propre, car on s'est dit peut-être qu'après, on va ajouter d'autres fonctions. Et si on va ajouter beaucoup de fonctions, on va se retrouver à nouveau avec une centaine de lignes de code. Donc la meilleure solution, c'était de créer notre propre Expression Language. C'est assez simple. Donc on continue à créer notre classe, par exemple getListElement, qui va implémenter le Expression Language Provider Interface. Et après, on va créer notre propre Expression Language qui extend de Expression Language, et dans le constructeur, on va lui passer notre fonction. Donc, comment ça marche l'implémentation chez nous? Si je prends un exemple simple, notre méthode ruleTreatment qui prend 3 paramètres. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les 2 premiers. L'ISBRF, c'est l'ID de la transaction. Donc, on commence par récupérer l'ensemble de nos règles de la base de données. Et là, pour chaque règle, on va regarder si c'est validé par notre contexte. Donc, c'est quoi un contexte? C'est un tableau clé-valeur où on associe des valeurs de notre flux XML à des clés, comme par exemple l'adresse mail, l'IP, l'heure de la commande. Et c'est là qu'on va parcourir, que la méthode evaluate, elle va parcourir chaque nœud de notre expression. Elle va regarder s'il se trouve dans notre contexte et s'il est validé par notre contexte. Donc, si c'est le cas, ça va nous renvoyer un booléen et ça va déclencher la règle. Là, vous allez me dire, c'est quoi ce try-catch qui se trouve autour du code? En fait, quand on a mis en place Expression Language au début, vu que dans notre contexte, on a des données qui ne sont pas obligatoires, si on a une expression qui contient une variable non obligatoire qui ne se trouve pas dans notre contexte, ça va déclencher une exception, un syntax error, et ça faisait planter notre moteur de règles. Donc pour éviter ça, on a fait un try pour regarder si l'ensemble des variables se trouve dans le contexte. Si c'est le cas, c'est parfait, on va évaluer l'expression. Et si ce n'est pas le cas, ben, on ne fait rien. Et je reviens sur le point de tout à l'heure pour comment c'est vraiment simple à ajouter notre propre fonction. Donc là, vous allez remarquer qu'on a notre propre classe Expression Language qui extend Base Expression Language, qui est en vrai l'expression language du component. Et là, dans le constructeur, on va ajouter notre propre élément getListElementFunction. Donc pourquoi on a ajouté cette fonction? C'est assez simple. Pour éviter de se retrouver, par exemple, avec des règles sur plusieurs lignes,
Comme par exemple le cas du domaine mail, on va regarder s'il appartient à une liste de domaines mail. Au lieu de faire un in 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à par exemple 100, on a juste à mettre in getListElement et l'ID de notre liste qui est définie dans notre base de données. Et en plus, donc là, on l'a fait, on a créé la méthode, et pour l'ajouter aux fonctions basiques de Expression Language, on a juste à faire un array, un shift, et comme ça, on peut les appeler dans notre expression facilement. Donc ça, c'est pour l'implémentation technique. On voit que c'est relativement simple, même pour ajouter des fonctions, c'est vraiment simple. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça apporte, d'abord en termes de perf, qu'est-ce que ça apporte en termes de qualité pour le client final. Donc, ce que je vais vous montrer après, c'est tout ce qu'on a fait pour le pré-scoring. Donc là, je vais retourner un peu sur l'offre de chez nous. On a deux scores, en fait. On a un score à la fin de la commande. Donc, quand vous avez payé, acheté votre truc, on va délivrer un score au client qui va lui dire tu peux livrer ou tu peux pas livrer. Là-dessus, on n'avait pas trop de problèmes parce qu'en fait, on a du temps. Au mieux, vous êtes livré dans la demi-journée, maximum dans l'heure, mais on a toujours quelques minutes pour faire du traitement. En termes de temps de réponse, on n'a pas trop de pression. Par contre, on a un deuxième scoring qui s'appelle le pré-score, qui là vient en amont, qui vient en fait se déclencher pour vous afficher un mode de paiement qui soit, on va dire, sécurisant, comme par exemple du 3DS. Donc si du 3D Secure, le petit texto que vous recevez quand vous faites un achat. Si vous avez une commande qui nous semble un peu bizarre, on va la scorer négativement et on va conseiller aux commerçants de mettre un mode de paiement plutôt restrictif. Et si vous avez au contraire une commande qui paraît tout à fait normale, on ne va pas vous embêter avec un mode de paiement restrictif, on va vous donner un mode de paiement classique carte bleue. Tout ça pour vous dire que là-dessus, là on est en plein dans le tunnel de commande et là pour le coup on a des vrais problèmes de perf, on a une vraie pression des clients et il faut qu'on aille vite. Du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est parti sur l'Expression Language, parce qu'on avait l'espoir, en tout cas, de partir sur quelque chose qui soit plus rapide. On avait le sentiment que ça allait aller plus vite. Et du coup, c'est le premier scoring sur lequel on a implémenté l'Expression Language. Et tout ce que vous allez voir après, ensuite sur le avant-après, c'est basé sur le pré-scoring. Pour les règles, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est les règles avant. Donc, c'est du JSON dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce que Rouleur avalait. Et pour faire la même chose avec Expression Language, on arrive à ça. C'est-à-dire que ici, vous avez 50 lignes de JSON avec une syntaxe un peu... Enfin, c'est du JSON, quoi. Donc c'est compliqué à écrire. Et à gauche, vous avez de l'anglais. C'est relativement simple. Je pense que vous arrivez à lire en plus. Ouais, c'est cool, vous arrivez à lire. Et voilà, c'est de l'anglais, en fait. Une fois qu'on a compris que aller chercher dans la liste numéro 3, ça se dit getListElement, voilà. C'est le seul truc un peu compliqué que nous, on a rajouté. Sinon, le reste, c'est vraiment facile. Donc pour les règles, c'est cool. Maintenant pour le code. Alors pour le code, voilà. Donc là par contre vous ne lisez pas ce qu'il y a à droite. Avant on avait 450 lignes de code pour faire la même chose que ce qu'on a à gauche. Enfin c'est inversé pour vous d'ailleurs, mais bon bref. Ici, là-bas, ça fait la même chose en fait. Et les 450 lignes de code, c'est les 450 lignes de code après refacto. Parce que là on n'est plus sur le plat de spaghetti, on avait un truc à peu près propre sur lequel Hussein avait vachement travaillé. Et donc, on a 450 lignes qui font la même chose que 15 lignes. Donc en termes de code, c'est cool aussi. Et en termes de perf, qu'est-ce que ça donne? En termes de perf, après optimisation, parce qu'on avait vraiment une forte pression des clients, comme je vous disais tout à l'heure, après optimisation, après avoir essayé de cacher plein de trucs, de sérialiser des objets, enfin bref, on avait fait plein de choses pour essayer de vraiment baisser le temps de réponse de ce fameux prescoring. On était arrivé difficilement à 800 millisecondes à peu près, avec une implémentation... Un premier jet d'implémentation d'Expression Language, on a encore probablement du travail d'optime à faire. On arrive quasiment à la moitié, on est à 400 millisecondes de temps de réponse sur le même prescoring. Donc on a divisé par 2 nos temps de réponse juste en implémentant l'Expression Language à la place de Rouleur. Donc c'est cool. Une autre petite chose, avant de passer au bilan et à la conclusion, une démo. Hussein va nous faire une petite démo de comment ça marche en live. Donc oui, on apprend le risque de faire la démonstration en live, même ça peut vite être une catastrophe. Donc là, vous voyez rien. Là, vous voyez quelque chose. Tu veux faire un copie vidéo? Ouais, je vais essayer.
Parfait. Donc pour vous montrer comment c'est vraiment simple à mettre en place, je vais créer une commande assez simple pour faire les tests. Donc, parfait. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc là, je vais enlever les parties qui ne me servent pas à grand-chose. Et donc là, pour éviter en fait le problème de réseau lors de la démonstration, on a déjà installé le component expression language. C'est vraiment simple à faire avec composer require. Et là, j'ai juste à appeler ma fonction expression language. C'est bien celle-là. Et maintenant, je vais vous montrer en fait la différence entre les deux méthodes evaluate et compile. Donc là, je vais faire un $language de evaluate de mon 1 plus 2. Et je vais faire la même chose, mais maintenant avec compile. Et là, vous allez voir que en fait, ça ne va pas envoyer la même chose. Donc evaluate, elle va bien envoyer le résultat 3, tandis que compile, il va juste renvoyer le code en fait compilé en PHP. En plus de ça, ce qui est génial pour ces deux méthodes, c'est que l'expression qui est exécutée, elle est mise en cache. Et parfois, pour gagner du temps, on va d'abord regarder si c'est dans le cache ou pas, sinon on va l'évaluer ou le compiler. Donc pour vous montrer comment ça marche vraiment chez nous, je vais définir une expression toto, par exemple, égale true. Et là, je vais définir mon contexte qu'il s'agit de mon tableau clé-valeur en passant toto égale true, par exemple. Et donc là, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais faire évaluer. Donc pour évaluer l'expression avec le contexte, je vais le passer en paramètres pour les deux. Donc expression et contexte. Et c'est là que vous allez voir qu'elle va me renvoyer un booléen égal à 1. Donc là, l'expression, elle est bien valide. Et si je mets false, par exemple, c'est là qu'il va me dire il n'y a rien à faire, elle n'est pas valide, du coup, l'expression, la règle, elle ne sera pas déclenchée. Et pour le fameux try catch de tout à l'heure, par exemple, si je commente cette ligne-là, et j'exécute ma fonction evaluate, c'est là qu'il va me dire fais attention, il y a un problème. J'ai commenté la mauvaise ligne. Donc, il va me dire, attention, il y a un problème. Non. Il y a un problème. On va faire comme ça. Donc, il va me dire, Toto, je ne le trouve pas dans le contexte. Et ça faisait vraiment bugger notre moteur de règles. Du coup, maintenant, si on fait le try-catch avec le catch, donc syntax error, et là, il va nous dire, OK, ben, si je ne le trouve pas, ben, je ne vais rien faire. Et pour revenir à l'utilité principale, le fait principal qui nous a poussé à migrer sur Expression Language, c'est-à-dire l'utilisation des AND et des OR. Donc là, je peux faire toto égale false, AND tata égale true, OR titi égale 1. Donc là, j'ai oublié égal. Donc là, je remets comme c'était avant. Et en évaluant l'expression, ben, il va me dire, OK, c'est parfait, ça marche. Et là, si je mets c'est un or, il va me dire aussi la même chose, c'est parfait, ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer après la manière facile d'ajouter nos propres fonctions. Donc, en faisant, par exemple, $language register, comme je disais tout à l'heure, le premier paramètre, c'est le nom de la fonction, donc getListElement. Après, c'est la fonction à compiler. Et à la fin, c'est la fonction à évaluer. Donc là, je vais faire simple. Je vais juste retourner un 1, 2, 3. Et je vais faire la même chose en bas.
Et donc là, dans l'expression, je vais dire, regarde si Toto, ou bien Titi, il est bien dans ma liste. Sans passer, on peut passer aussi des paramètres, comme par exemple là, 2, après il fallait changer dans le registre. Donc en enlevant ça, hein, donc là il va me dire, oui, tout à fait, merci. Donc là il va me dire, parfait, je trouve bien dans ma liste d'éléments, et là si je mets par exemple 5, il va me dire, non, je ne trouve rien du tout. C'est vraiment simple à mettre en place, ça ne prend pas du tout du temps. Le plus de temps qu'on a pris, c'était juste pour en fait jeter l'ancien code et éviter le retour arrière au cas où on change vers l'expression language. Ok, donc on commence à avoir fait le tour de ce que nous on a fait chez CellSecure pour l'expression language. On va faire un petit bilan. Le premier point, c'est que ça va vite. En fait, ça va vite sur plein de tableaux. La première, c'est que techniquement, en termes de perf, ça va vite. On a diminué notre temps de traitement par 2, juste en basculant de l'ancien moteur rouleur qui n'était pas très performant à l'expression language. Et encore, on n'est pas optimisé, je pense qu'on peut gagner encore. Donc on va vite en temps de traitement. On va vite en temps d'implémentation, parce que comme vous l'avez vu là, c'est relativement simple à manipuler, que ce soit pour les métiers qui écrivent des règles facilement, et pour nous, pour le dev, c'est relativement simple aussi. Il y a peu de code. C'est du code Symfony, donc c'est propre. Enfin, je veux dire, ça respecte les normes Symfony. N'importe quel développeur Symfony est capable de mettre les mains dans l'expression language, dans le moteur de règles. Alors qu'avant, pour qu'un développeur mette les mains dans le moteur de règles, il fallait mettre des pincettes, le préparer pendant quelques semaines et tout ça. Maintenant, n'importe quel développeur Symfony peut mettre les mains dedans. Et ça va vite aussi pour les métiers. Pour eux, c'est hyper simple à coder. C'est hyper simple à changer, à modifier, et ils arrivent à le relire, alors qu'avant, c'était vraiment très compliqué pour eux. Donc on est content parce que notre mission principale, c'est que le métier soit content. Et là, ils sont super heureux parce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils faisaient avant. Ils le font mieux et ils le font plus vite. Et en plus, ils font d'autres trucs. Parce que ce que disait Hussein tout à l'heure, c'est qu'on est capable de mettre... Il y a plus d'opérateurs, on a le fameux OR et AND dans la même règle, ce qui est un peu magique, mais on peut aussi mettre des regex, on a des matches, on peut jouer avec des tableaux, on peut faire plein de choses. Donc voilà, ça a vraiment révolutionné notre approche du moteur de règles en interne, chez nous. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que déjà, je vous disais, on a probablement encore beaucoup d'optimes à faire sur le moteur de règles. Je vous disais aussi qu'on avait fait ça sur la brique pré-scoring. On a encore toute la brique scoring à migrer, donc on a encore pas mal de taf de ce côté-là. C'est pas fini non plus parce que les métiers, avant ils écrivaient du JSON en base de données, maintenant ils écrivent de l'expression language en base de données, mais ils écrivent toujours en base de données. On n'a pas eu le temps encore de leur faire une belle interface, c'est quand même un beau projet, on a bien envie de leur faire une belle interface qui soit capable de valider les règles avant qu'ils les mettent en base, enfin même qu'ils les mettent pas en base, que ce soit l'interface qui les mette en base, et pourquoi pas de préjouer sur un jeu de données de test, enfin voilà, on a encore pas mal de choses. Et puis dernièrement, il y a Tiffany qui est revenue à la charge, cette fois-ci pas avec un OR et un AND, mais elle avait un problème, la règle qu'elle avait écrite faisait 5000 et des brouettes de caractères, donc ça rentrait mal dans Oracle, on est sur Oracle, parce que c'était pas un CELOB. Et on s'est dit, attends, si tu as une règle de 5000 et des brouettes de caractères, c'est probablement que tu as un problème dans la création de ta règle. Et en fait, en creusant un petit peu la problématique, à première vue, il faudrait qu'on génère un truc qui puisse évaluer des fonctions dans l'expression language, enfin un truc ou des fonctions de fonctions. Enfin voilà, c'est encore un peu flou, mais tout ça pour dire qu'au fur et à mesure qu'on va engranger de nouveaux clients et des gros clients, on va toujours avoir besoin d'étendre ce truc, mais d'étendre l'expression language. Mais en fait, ça se fait relativement simplement. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Merci si vous avez des questions. Ah, il y a une question là-bas. Merci pour cette présentation intéressante. Nous, personnellement, là, pour l'instant, on a trouvé la librairie Rulers avec un Z en PHP, et qui a l'intérêt de traduire les règles
dans différents langages, par exemple pour générer des filtres pour Doctrine ou pour Elasticsearch, pour trouver des contenus. Est-ce que, en fait, ma question, est-ce qu'avec ce composant, on a la possibilité de compiler selon plusieurs méthodes, en fait, compiler la règle pour qu'elle soit formatée un peu différemment suivant les choix, c'est possible ou... Non, je crois pas. De ce que moi j'ai lu, tu peux pas. Après, est-ce que chez nous ça aurait du sens? Je suis pas sûr. Et on a vu aussi, en fait, on a été un peu vite sur la recherche d'alternatives, sur le slide d'alternatives. On a testé pas mal de choses. Et en fait, pour nous, que ça soit un composant Symfony natif, que ce soit un composant Symfony, ça a vachement d'importance parce que, que ce soit en termes de qualité de code, en termes de support et tout ça, ça a vraiment du sens. Effectivement, on avait regardé Ruler, mais j'avais pas vu qu'il pouvait compiler en Elasticsearch. Ouais. Mais je crois pas que c'est possible avec l'Expression Language. Bonjour. Il y a un truc en fait qui me choque un petit peu, c'est sur le fait d'utiliser par exemple des expressions qui vont aller chercher par exemple des entrées dans un tableau, mais potentiellement elles n'existent pas. Du coup, en fait, vous vous retrouvez donc avec une exception de syntaxe. Par exemple, vous, quand vous faites vos règles et que justement vous dites est-ce que tel élément est dans telle liste, et puis après vous rajoutez un or, etc. Si jamais, par exemple, votre premier élément, en fait, l'entrée dans le tableau n'existe pas, etc., vous avez directement une exception et donc le reste n'est pas déclenché. Est-ce que ça pose problème pour vous? En fait, ça va pas, si la variable de notre expression elle n'est pas dans le contexte, ça va pas arrêter le moteur de règle en fait. Ça va juste pas déclencher la règle qui contient cette variable. Donc toutes les autres règles, ils vont continuer à fonctionner. Et comme on a des données qui ne sont pas obligatoires dans notre contexte, donc c'est l'équipe des métiers en fait qui définit si cette variable elle est vraiment critique pour nous ou pas, si on doit déclencher la règle même si elle n'existe pas ou si elle existe. D'accord. Et aussi, autre point, en fait, par exemple, tout à l'heure, tu as essayé de taper une expression, tu avais oublié le in. Donc forcément, en fait, il y avait une exception. Et du coup, en fait, est-ce que vous avez regardé, par exemple, s'il est possible de faire la distinction justement entre une variable qui n'est pas donnée dans le contexte et justement une problème de syntaxe? Ça, non, on ne l'a pas encore fait. En fait, ce qu'on compte faire après, quand on va mettre vraiment tout en place, c'est qu'on va donner à l'équipe métier une interface qui permet de valider vraiment l'expression avant de la mettre en prod. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de mettre les règles directement en prod, ils vont passer par l'interface, et c'est là qu'on va leur dire l'expression elle est valide, vous pouvez la mettre en prod, ou bien l'expression elle n'est pas valide, faites attention, ça va déclencher une erreur en prod. D'accord. Ouais, j'avais une question, en fait, c'est presque exactement la même. En fait, c'est plus une suggestion. Je voulais savoir, à propos de cette syntaxe error sur les variables qui ne sont pas définies, est-ce que vous avez pensé à essayer, plutôt que de passer une array, passer une classe, par exemple, qui implémenterait l'interface ArrayAccess, donc un objet qui se comporterait comme une array, mais qui, quand on appelle un élément qui n'existe pas, par la méthode offsetGet, retournerait rien, genre nul. Ce qui vous permettrait, de ne pas avoir à catcher les syntaxes exceptions, donc si on met un in qui ne marche pas, avoir une vraie erreur, et puis deux, de ne pas péter. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible parce que Symfony s'attend à avoir une array et pas un objet? En fait, l'histoire de array chez nous, c'est un peu historique. Ouais. En fait, on l'a migré de notre ancien moteur de règles sur le nouveau. On ne l'a pas modifié, donc on n'a pas pour l'instant modifié. Mais ouais, dans le futur, je pense qu'on peut essayer beaucoup des modifications. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, merci.